On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, il est prêt à rencontrer Donald Trump à n'importe quel moment. Vladimir Poutine ouvrira des négociations sur l'Ukraine, mais à ces conditions. Le président russe qui tenait sa conférence de presse de fin d'année à Moscou, il rejette une nouvelle fois sur Kiev la responsabilité de la guerre, un conflit qu'il regrette même de n'avoir pas débuté plus tôt. Et puis les Kurdes manifestent en Syrie, ils craignent de perdre leur autonomie sur les territoires conquis de haute lutte dans le nord-est du pays. Le groupe HTC qui a pris le pouvoir à Damas entend bien étendre son contrôle sur l'ensemble du territoire syrien. C'est tout de suite l'essentiel. Une fois n'est pas coutume, il n'a pas cherché à cacher les difficultés. Vladimir Poutine s'adressait à ses concitoyens ce jeudi à travers une séance de questions-réponses avec la presse, comme c'est devenu son habitude à chaque fin d'année. Le président russe reconnaît une faille des services de renseignement dans l'attentat à Moscou qui a coûté la vie à un haut gradé cette semaine. Il ne se risque pas non plus à donner d'échéance dans la contre-offensive que mène actuellement son armée pour reprendre la région russe de Koursk aux forces ukrainiennes. Écoutez. L'opération militaire spéciale est difficile, mais nous avançons vers nos objectifs. Je ne comprends pas quel est l'objectif de l'entrée des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. Ils y envoient leurs meilleures unités, mais je suis sûr que nous allons les chasser de cette région. Nous n'avons pas le choix. Quant à la date à laquelle nous y parviendrons, excusez-moi, je ne peux pas le dire. C'est peut-être juste un détail, une nuance. Le ton est moins martial que lors de ses récentes prises de parole où il menaçait directement Kiev et les capitales occidentales avec son fameux missile hypersonique Oreshnik. Oui, enfin, il a quand même reparlé de ce missile Oreshnik supersonique, qui est un missile de portée intermédiaire, même évoquant un défi. On va voir entre l'OTAN qui installera ces systèmes antiaériens et le missile qui gagne. On peut prendre Kiev comme test, ce qui était une énième provocation à la Poutine. Mais c'est vrai que le ton était un peu moins martial. La guerre fatigue, y compris la Russie. Le bilan des morts est déjà de 100 000. On sait maintenant que le nombre d'engagés chaque mois ne suffit pas à suppléer les pertes. Il hésite à faire une mobilisation de nouveau, parce que là, effectivement, ça risque d'ébranler son pouvoir. Donc il n'arrive pas à combler les pertes, même avec l'aide des soldats nord-coréens. Alors c'est vrai que l'armée russe avance un peu plus, 4 fois plus qu'il y a un an à la même période, mais ça reste malgré tout de grignotage. Donc Poutine là-dessus est obligé de changer un peu de ton, d'où sa disponibilité à rencontrer Donald Trump et à enclencher éventuellement des discussions, mais tout en rappelant que il faut tenir compte des réalités sur le terrain. En clair, on ne cède rien de ce qui a été conquis. Mais par ailleurs, on en est toujours à 20% du territoire ukrainien et que cette guerre, si un jour on élargit la focale et on regarde le bilan par rapport aux objectifs stratégiques qu'avait poursuivi Poutine en la lançant, c'est un fiasco absolu. C'est l'importance du moment, Gauthier, parce que la victoire russe, si elle semble inéluctable, même sur une fraction du territoire ukrainien, elle n'empêche que l'effort de guerre coûte tant à la Russie et aux Russes eux-mêmes que l'arrivée de Donald Trump peut être une bonne occasion finalement de sortir par le haut de ce fiasco que vient de décrire à l'instant Marc Semo. Oui, à condition, tout à fait, à condition que Donald Trump, les égos de Trump et de Poutine ne s'affrontent pas. Vous vous souvenez que dès qu'il a été élu, Donald Trump a dit à Poutine, bon, calmer le jeu en ce qui concerne les bombardements. Le lendemain, Poutine en a mis 10 fois plus. Alors, c'est quelque chose qui peut être dangereux, mais c'est vrai que quand on parle du réservoir démographique de la Russie, mais c'est un réservoir qui baisse. Et à propos des missiles comme Oreshnik, etc., ce sont effectivement technologiquement des prouesses. Mais quand on sait qu'après, il manque parfois des pièces toutes simples, toutes bêtes, parce qu'elles ne sont pas produites ou parce que c'est la suite des sanctions, les conséquences des sanctions, il y a là un empêchement majeur. C'est vrai que sur le plan technologique, la Russie est en tête de ce point de vue-là, avec la Chine aussi.
Mais rien ne prouve qu'il y ait, dans le cas où il voudrait l'utiliser, quelque chose de tout à fait conséquent et tout à fait sérieux. Donc sur le plan du discours moins martial, je pense que ça fait aussi partie toujours, enfin pas toujours, mais parfois de la rhétorique de Poutine, qui consiste à dire, vous voyez, les intermédiaires, les services n'ont pas été bons, hein, le gradé s'est fait tuer. Parfois, quand certains écrivent à Poutine en disant « ma maison est totalement délabrée, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit », Poutine prend les choses en main et effectivement, 2 mois après, elle est réparée. Ça, c'est l'indirect, c'est l'autre grand-messe télévisuelle de l'année. Ouais. Mais vous voyez, c'est ça, ça consiste toujours à dire « c'est les intermédiaires, moi je vais faire ce qu'il faut ». Et donc, d'une certaine manière, si Poutine doit parler un jour de ce que les missiles peuvent faire, ça il a déjà fait, mais de dire voilà les limites, évidemment que ça ne sera pas le pouvoir du Kremlin, ça sera aussi des gens qui ne sont pas à la hauteur. Et régulièrement, quand il y a les questions dans l'indirect, eh bien, un certain nombre de personnes intermédiaires sont limogées. Et là, les Russes, qui ne sont pas, c'est ça qui est compliqué, les Russes se considèrent presque comme des sujets plutôt que comme des citoyens. Et là, ils disent, mais ce roi est fantastique, ce tsar est fantastique. Oui, alors là, il a d'ailleurs tapé sur les services de renseignement. Oui. On part à Moscou retrouver, pour France 24, Julien Colling. Julien, Vladimir Poutine s'est gardé de tout triomphalisme, le signe de réelles difficultés. Mais moi, j'ai trouvé le discours assez ambivalent, en fait, parce que d'un côté, effectivement, au début, on a senti un Vladimir Poutine assez introspectif, qui reconnaissait quasiment, effectivement, des difficultés, notamment dans la région de Koursk. Hein, c'est la première fois quasiment officiellement, il reconnaît même qu'il y a des soldats ukrainiens qui ont pris une partie du territoire russe à Koursk. Il n'avait jamais vraiment mentionné en fait ce souci par le passé. Et alors il a effectivement dit que le territoire serait repris entièrement, mais sans non plus donner de date butoir, comme au départ on sait que dans les couloirs du Kremlin, on disait que Poutine voulait reprendre Koursk entièrement avant l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Et là, il a été beaucoup plus mesuré dans ses objectifs. Et pareil, un Poutine assez, effectivement, vous le disiez, apte à reconnaître les soucis en Russie sur le plan économique, également l'inflation qu'il a reconnue aussi comme étant très élevée. Et puis une seconde partie du discours qui était beaucoup plus le Poutine habituel, qui est assez détendu, assez confiant, encore une fois, en disant que voilà, tous les objectifs militaires russes seront atteints en Ukraine, sans pour autant spécifier quels objectifs il s'agit, comme toujours. Mais on a senti un Poutine assez détendu et disant que voilà, la Russie ne cherchait pas à négocier, par exemple, ou encore une fois sur la Syrie, par exemple, en disant que non, la Russie n'avait pas connu de défaite en Syrie et qu'elle avait également rempli sa mission donc, au Moyen-Orient. Donc 5 heures de débat assez curieux finalement et assez étrange au niveau du comportement de Poutine, j'ai trouvé moi personnellement. Vous l'avez dit à l'instant, hein, pas de recette miracle non plus pour résorber l'inflation galopante qui affecte le pouvoir d'achat des Russes. On va écouter Vladimir Poutine et on va revenir vers vous, Julien Colling, juste après. Le niveau de l'inflation est un signal préoccupant. Hier, j'ai parlé avec la présidente de la Banque centrale. Le taux d'inflation s'élèvera à 9,2, 9,3%. Julien Colling, ces hausses de prix qu'on nous décrit de l'extérieur hein, comme particulièrement rudes, hein, elles affectent la popularité de Vladimir Poutine ? Alors, en tout cas, selon les enquêtes d'opinion, non, pas pour l'instant. Et même, on l'a vu hein, depuis quelques mois, la cote de popularité de Poutine continue d'augmenter. Et ça fait notamment suite à l'invasion justement ukrainienne à Koursk, hein, qui a eu pour effet de resserrer un peu les rangs et de rallier les Russes autour du drapeau, comme souvent. Mais pour l'instant, effectivement, les difficultés économiques en Russie ne sont pas non plus de nature à vraiment, pour l'instant en tout cas, créer du mécontentement en masse. Car l'inflation est autour de 10%, mais on voit que les Russes, dans les régions aussi russes notamment, où les salaires sont moins élevés qu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg, par exemple, eh bien les Russes, comme souvent dans leur histoire aussi, ont appris à se serrer la ceinture. Pour l'instant, souffrent en silence, on peut dire. C'est limite aussi sur les produits, par exemple, de luxe ou les produits électroménagers, sur aussi les achats de viande, par exemple, ou de produits pour Noël également, pour les fêtes. Il n'y aura pas beaucoup de caviar, par exemple, sans doute acheté par les Russes cette année. Mais à part ça, sinon, les Russes semblent se serrer la ceinture, accepter pour l'instant le fait que dans une situation de guerre comme ça, il faille, voilà, encore une fois, se rallier autour du président et serrer la ceinture. Mais si vous voulez, c'est plutôt selon les économistes russes, c'est surtout sur les mois ou les années à venir que peut-être le contre-coup de ces sanctions et également du coût massif de la guerre peut se faire sentir en Russie. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça a réellement, encore une fois, impacté le moral ou en tout cas le mécontentement des Russes et leur porte-monnaie suffisamment pour, encore une fois, créer un vrai mécontentement social qui peut tout de même arriver, mais ce n'est pas encore pour tout de suite.
Merci Julien Colling à Moscou pour France 24. Marc Semo, cela pourrait être effectivement une raison d'accélérer le pas vers une solution négociée en Ukraine, le fait que l'armée russe progresse, mais tout de même la Russie s'apprête à rentrer dans sa 4e année de guerre et le poids des sanctions se fait tout de même sentir. Le poids des sanctions se fait sentir. Ensuite, la Russie est passée en économie de guerre. 30% globalement des dépenses publiques désormais, même plus, est consacré à la défense, mais c'est des effets inflationnistes évidents. Alors, à la fois, jamais autant d'argent n'a circulé en Russie. Bon, les usines du système militaro-industriel tournent à plein dans l'Oural. Les volontaires, entre guillemets, qui signent pour aller se battre en Ukraine reçoivent 2 000 € par mois, plus des primes de 20 000, 50 000 euros s'ils meurent au combat. Donc, d'une certaine façon, pour des villages, des zones les plus pauvres du pays, d'où viennent d'ailleurs le maximum de volontaires, quelqu'un qui meurt au front et pour sa famille une aubaine, il aura gagné là en 1 an plus qu'il l'aurait gagné dans toute sa vie. Mais évidemment, c'est un coût énorme. Et donc, il y a cette inflation qui est un premier problème majeur. Et le deuxième, c'est effectivement celui des sanctions qui commencent à avoir des effets. Par exemple, on le voit par l'aviation. C'est quasiment impossible de prendre aujourd'hui un avion en sécurité en Russie. Ça fait longtemps qu'en sécurité. Ça fait longtemps, mais ça a encore empiré. Donc les sanctions font des effets, même si elles sont tournées, même si via la Chine, il y a énormément de ce qu'on appelle les technologies duales, qui sont à la fois à usage civil et militaire, qui rentrent, mais parce que la Chine ne veut pas braver ouvertement les États-Unis en envoyant du matériel militaire. Mais oui, c'est une des raisons pour lesquelles Poutine lui aussi désire souffler. La vraie question, c'est s'il y a un cessez-le-feu, s'il y a même un accord, ça sera pour combien de temps? La vraie question reste. Ouais. La Russie sera là, elle sera toujours là, c'est la géographie. Mais est-ce que l'architecture de sécurité en Europe, une nouvelle architecture de sécurité, est-ce qu'elle doit se faire avec la Russie en trouvant un modus vivendi, comme on l'avait cru après la chute du mur, ou au contraire, elle doit se faire contre la menace russe? Même affaiblie aujourd'hui par le poids de ces sanctions, Gauthier Rybinski, la Russie et les Russes ne renonceront pas à leurs prétentions sur l'Ukraine? Tout dépend effectivement de ce que Poutine va conserver comme objectif déclaré, parce que quand même, souvenez-vous, on n'a même pas besoin de se souvenir, c'est fréquent, c'est quand même l'idée que Kiev est gouverné par des nazis et que la population, une partie de la population en est persuadée. Et que si Poutine dit « Ah ben nous avons gagné le Donbass », d'autres vont lui dire « Mais alors, à Kiev, il n'y a plus de nazis, c'est terminé ?» Donc, quand vous mettez très haut la barre, en plus dans une conception... Démoniser l'adversaire. Ouais. Bah oui, de guerre civilisationnelle, et que vous mobilisez un certain nombre de Russes qui, même ceux qui sont dans la misère, vont dire, mais au moins, on a cette perspective d'être une grande nation, nous sommes dans la responsabilité de sauver le monde des barbares nazis, et que vous leur dites, on a le Donbass, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, les buts de guerre, qu'est-ce qui se passe par rapport aux Russes, aux citoyens russes, une fois qu'on les présente comme étant réduits à une possession territoriale, fût-ce pour sauver les russophones du Donbass, parce que c'est comme ça que ça va passer. Enfin, ça n'est pas non plus aussi reluisant que Poutine a voulu présenter ce conflit, tout en... Ça, c'est intéressant, tout en maintenant le qualificatif d'opération spéciale, alors qu'au fond, quand vous dites à des Russes, il faut combattre les nazis, mais ça justifie une guerre. C'est la guerre la plus noble possible. Et ça, Poutine n'a jamais voulu appeler ça une guerre. Ça, c'est pour l'Ukraine. Aucune trace, en tout cas, d'autocritique. C'est même un satisfecit total concernant, cette fois, la chute de son allié, Bachar al-Assad, en Syrie. Mission accomplie, si l'on en croit Vladimir Poutine est coté. Je n'ai pas rencontré le président Assad depuis son arrivée à Moscou. Mais notre rencontre aura bien lieu. Vous avez mentionné la Syrie. Vous et ceux qui payent votre salaire aimeraient présenter les événements récents qui s'y sont déroulés comme une défaite pour la Russie. Je vous assure que cela n'est pas le cas. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes allés en Syrie il y a 10 ans pour empêcher la création d'une enclave terroriste. Chose que nous avons vue dans d'autres pays, comme en Afghanistan. Et ce but a été globalement accompli. Alors pour l'histoire, ceux qui payent le salaire du journaliste en question, c'est la chaîne ABC News, la chaîne américaine.
Marc Semo, la Russie est touchée ou bien elle négocie déjà finalement avec le HTC le maintien de ses bases en Syrie? Elle négocie déjà le maintien de ses bases en Syrie. Ensuite, on verra ce qu'il en est du résultat. Probablement, il y aura un modus vivendi parce que le HTC a vu déjà les bombardements israéliens. Donc, les relations avec les Turcs sont complexes parce qu'à la fois il en est extrêmement proche. Les Turcs soutiennent le projet du STC, on en parlera tout à l'heure, de reprendre le contrôle, y compris des régions du nord-est. Mais en même temps, la Turquie menace aussi d'intervenir pour se créer une bande protectrice. Donc il vaut mieux pouvoir multiplier les allégeances. les allégeances et faire du transactionnel pluridirectionnel. Mais pour la Russie, la défaite est quand même évidente. Parce que ce régime, il le tenait à bout de bras. Ce régime s'est effondré comme un château de cartes. À tel point que Bachar el-Assad, cette semaine, a dit qu'il est rentré sur ordre de Moscou. Oui. Il est parti, il a quitté son pays sur ordre de Moscou. Personne ne le croit. Mais voilà, pour la Russie, c'est quand même un fiasco total et évident. Et alors, effectivement, dans ce qui était la rhétorique russe d'il y a encore 15 jours, HTC au pouvoir, c'est une enclave terroriste. Alors aujourd'hui, désormais, il n'appelle plus HTC une organisation terroriste, mais il les considère comme des nationalistes syriens, comme la nouvelle réalité. Donc voilà, il peut plastronner en disant que le but de l'opération a été atteint, mais ce qui n'est pas vrai. En tout cas, l'influence russe sur la Syrie sera bien moindre qu'elle ne l'était auparavant, même s'il arrive à garder ses bases, qui pour la Russie sont fondamentales, parce que c'est le seul port en Méditerranée, Tartous, et la base de Emlin, la base aérienne, est une base fondamentale pour la projection des forces russes en Méditerranée et en Afrique. Gauthier Rybinski, aujourd'hui, Vladimir Poutine nous dit finalement notre seul but en Syrie, notre seule intervention s'est limitée à 2015 finalement, et notre seul but était d'empêcher que Daesh ne s'enquiste et finalement n'étende même son territoire, son fameux califat, niant presque tout lien organique avec le pouvoir syrien. Il n'a même pas rencontré Bachar el-Assad à son retour à Moscou. Oui. Alors, moi, je ne crois pas que ça soit une défaite russe, pour répondre à votre question. Parce que je pense que Bachar el-Assad était devenu un poids mort dans les bras. Effectivement, Moscou le soutenait à bout de bras. On a cru qu'il allait se rabibocher avec la Ligue arabe. Ensuite, il a balancé une gifle. Les Russes, c'est pas qu'ils sont favorables à la Ligue arabe, mais on dit au moins il aurait pu se calmer. Et voilà que, vous avez bien vu la chronologie des événements, Sergueï Lavrov a pris la parole pour dire « nous ferons tout pour que les terroristes ne gagnent pas ». Vous voyez, il a pris la parole avant la veille ou l'avant-veille de la chute de Bachar, alors que la chose était développée. Donc, moi, je pense que l'idée russe, c'est de refonder, de trouver des alliances qui soient beaucoup plus solides, où elles ne soient pas, où Moscou ne soit pas obligé de tout porter avec une espèce d'histrion, pardonnez-moi, ou un Olybrius qui fait ce qu'il veut, mais qui de toute manière avait l'intention de régner sur un pays totalement en ruine, et que, d'une certaine manière, pour Moscou, avoir un allié, c'est plus avoir Bachar el-Assad. Qu'il l'ait été temporairement, c'est une chose, mais ensuite... Son père l'a été aussi. Ça remonte... le lien organique entre Moscou et Damas ne date pas de 2015. Oui, mais bien sûr. Il remonte à avec le père Hafez el-Assad, c'était aussi une certaine fraternité socialisante avec des exceptions, comme la guerre du Golfe de 91, où il y a eu des moments, des entorses. Exactement. Mais là, il y a quelque chose qui dit, finalement, si on veut rester, justement, il faut qu'on ait des gens un peu plus solides, quitte même à fricoter, justement, avec le HTC ou l'une de ses nombreuses branches. Et ça ne gênerait pas Poutine de dire ceux-là ne sont pas des terroristes alors que ceux de 2015 l'étaient. En Syrie, justement, le nouveau pouvoir a un beau donné des gages à l'étranger. Des centaines de personnes ont manifesté ce jeudi à Damas pour la démocratie et le droit des femmes dans cette nouvelle Syrie. Une première depuis la fuite de Bachar el-Assad au profit de cette coalition conduite donc par ces islamistes radicaux du HTC. Marc Semo, le signe d'une inquiétude tout de même d'une partie des Syriens. Tous ne sont pas convaincus par les discours d'Ahmed Hussein al-Shara et sa gestion du gouvernorat d'Idlib qu'il présente comme une vitrine. Ça me paraît une évidence et ça me paraît très sage et très sain.
on jugera sur pièce. Mais alors oui, gérer Idlib, qui était une petite ville conservatrice de province sunnite, et gérer la Syrie et Damas, c'est toute autre chose. Mais effectivement, il y a ce pouvoir. Il y a ce pouvoir qui est malgré tout sous pression de la communauté internationale, puisque les aides dépendront, qui sont indispensables, dépendront en bonne part du respect de la feuille de route démocratique de cette nouvelle Syrie. Donc c'est bien d'être là pour manifester et de rappeler un certain nombre de droits fondamentaux. Oui, à celui qui s'appelait encore Al-Julani récemment et qui n'avait pas encore tout à fait taillé sa barbe, était quand même, après avoir été un djihadiste d'Al-Qaïda, resté un musulman très conservateur et autoritaire, même s'il avait l'intelligence de comprendre les nouvelles réalités des rapports de force et d'entendre ce que lui dit la société civile. Autre problème, l'avenir des territoires contrôlés par les forces à majorité kurde du FDS. Le chef de ces forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, dans un entretien à France 24, l'assure il y a une coordination sur le plan sécuritaire avec le nouveau pouvoir à Damas. Écoutez. Actuellement, nous sommes préoccupés par la défense de nos territoires. Mais je dois dire que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu des accrochages avec le HTC. Lorsque l'opération dissuasion de l'agression a commencé, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas entrer en conflit avec nous. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coordination pour trouver des solutions aux problèmes pratiques. Sur le plan politique, nous n'avons pas encore commencé, mais nous nous préparons pour échanger sur l'avenir de la Syrie. Oui, enfin, ils ont quand même juste perdu des résorts. Est-ce qu'il faut le croire sur parole ou c'est de la méthode Couif et contre mauvaise fortune bon cœur? Franchement, je ne sais pas. Je pense simplement que dans un premier temps, justement pour ne pas provoquer ce qui pourrait être à la fois un accrochage et ce qui s'ensuit, il y a la volonté de dire, ben voilà, nous on est aussi sur une ligne pareille. Je pense aussi que pour le FDS, et d'ailleurs aussi pour les Américains qui sont derrière, il y a peut-être l'idée que le plus dangereux dans cette affaire-là, désormais, c'est pas le HTC, mais c'est toujours Erdogan. Et que pour les Kurdes aussi, qui ont été, il faut bien le dire, que nous, l'Occident, avons lâchement abandonné une fois qu'ils ont fait le boulot contre Daesh, il y a quelque chose aussi qui relève d'une méfiance qu'il n'y avait pas peut-être avant. Et maintenant, on dit, attendez, nous, ce qui nous importe, vous nous avez laissé tomber, mais ce qui nous importe, c'est ce que va faire Erdogan, et dont parlait Marc Semo tout à l'heure, c'est-à-dire soit la bande qu'il a déjà évaluée et élaborée, soit effectivement mener des incursions en territoire syrien pour combattre les Kurdes. Donc ça, c'est aussi en plus un ferment de déstabilisation de la nouvelle Syrie, si c'en est une. Marc Semo. Le HTC a déjà clairement dit qu'il veut récupérer sa souveraineté sur la zone autonome kurde au nord-est. Oui. Ce qui est, dans une certaine logique, ce que souhaitent les Turcs, parce que eux, ce qu'ils veulent éviter, c'est qu'il y ait cette espèce d'entité kurde qui est liée... Parce que la question des Turcs n'est pas d'être contre les Kurdes, ils sont contre ces Kurdes qui sont liés au PKK, aux rebelles turcs-kurdes, kurdes-turcs du PKK. Je vous interromps un instant, vous allez voir justement à cette question du lien organique avec le PKK, ce que répond justement toujours à France 24, donc ce chef des forces démocratiques syriennes. Actuellement, effectivement, il y a un danger sur Kobané. Il y a beaucoup de troupes regroupées autour de Kobané. Le danger est toujours là. Et c'est pour cela, c'est tout à fait normal que les gens cherchent à se défendre. Mais en cas d'un cessez-le-feu, nos forces feront un pas en arrière, bien évidemment. Dans le cadre de cet entretien, je vous annonce que nous ne faisons pas partie du Parti des travailleurs du Kurdistan, que nous n'avons aucun lien avec le PKK, mais il est vrai que nous avons des éléments, des cadres non kurdes dans nos rangs. Dans le cadre d'un cessez-le-feu, nous sommes tout à fait ouverts sur ce point pour aider ces éléments à rentrer chez eux. Alors Marc Semo sur ces liens avec le PKK, maintes fois démenti. Voilà. On n'est pas obligé de le croire. Surtout Erdogan n'est pas obligé de le croire. Voilà, il y a
énormément de va-et-vient, 6 mois dans les FDS, 6 mois ensuite à Kandil, en Irak, auprès du PKK, voire sur le territoire turc. Mais ce qui est logique, ce qui est assumé, même si effectivement, officiellement, on dit non, ce sont deux choses différentes. Mais la question pour les FDS est très compliquée, parce que toute une partie du territoire qu'ils contrôlent, notamment des villes comme Raqqa, par exemple, sont des villes à majorité arabe, où les tribus arabes ne supportent plus ce qu'ils considèrent être une oppression de la part des Kurdes du FDS, qui ne sont pas des grands démocrates. Quand même, c'est une organisation structurée, genre marxiste-léniniste de la grande époque, et assez rigide. Même une ville aussi symbolique pour les Kurdes que Kobané, qu'ils ont effectivement arraché à Daesh, et il faut leur en savoir gré, Kobané n'a jamais été une ville kurde. Donc il y a actuellement, avec ce nouveau pouvoir en Syrie, qui a un prestige, qui a une légitimité, qu'il a obtenu en abattant le régime de Bachar el-Assad, il y a cette pression pour repousser les Kurdes, et pour eux, ça ne va pas être simple. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que pour l'opposition syrienne, tout au long de ces années de guerre, y compris quand il y avait des négociations à Genève, ils ont toujours refusé que les Kurdes du PYD, que ces Kurdes dont nous parlons, avec leur zone autonome du Nord-Est, s'assied à la table de l'opposition. Ils ont toujours considéré qu'ils étaient en réalité plus qu'ambigus avec le régime de Bachar el-Assad. Donc tout ça mis bout à bout fait que si, il y a une partie oui, il faut être rationnel et accepter les nouvelles réalités, mais en même temps, il y a quand même un contentieux qui est très lourd. Gauthier Rybinski, mot de la fin ? Oui, juste d'une phrase, c'est que ça explique aussi pourquoi et comment Erdogan a réussi à retourner à son profit un certain nombre de militants ou de soldats de l'armée syrienne libre, en les payant, en faisant des mercenaires et des gens qui avaient justement envie d'en découdre avec les Kurdes. On va voir aussi maintenant comment ils perçoivent les nouveaux maîtres de Damas. Est-ce qu'ils vont se souvenir que ce sont des anciens adversaires, ou au contraire, est-ce que l'antagonisme avec les Kurdes va prévaloir? Merci beaucoup. Marc Semo, Gauthier Rybinski, on va plus loin. C'est terminé, c'était la dernière émission de l'année 2024. Merci à nouveau d'avoir été avec nous tout au long de cette année. On se retrouve évidemment pour le retour d'On va plus loin. Ce sera le 6 janvier. Et nous, dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel.